Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique comme tous les lundis soirs sur Sud Radio jusqu'à 19h en compagnie de Guillaume Bigot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plomb. Nous sommes avec Nicolas Corato comme tous les lundis soirs. Bonsoir à vous Nicolas. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est publié chez Heredium. Ce soir, c'est un chiffre qui est éloquent, 2000 milliards de dollars. C'est l'étendue, la taille en quelque sorte du plan de relance, si j'ose dire, démesuré, décidé par le président américain Joe Biden. 2000 milliards de dollars à distribuer notamment dans les infrastructures, en particulier dans le secteur des transports, dans le but, je cite le président américain, de créer des millions d'emplois pour faire des États-Unis aussi le pays le plus compétitif du monde. Ce sont les mots du président des États-Unis, Joe Biden. On va se demander dans quelques instants si ce chiffre aurait été possible à l'échelle de la France ou alors à l'échelle de l'Europe. Il y a un plan de relance européen, mais qui est beaucoup plus mesuré, même s'il est très important, beaucoup plus mesuré que le plan américain. Le financement, de ce plan de relance décidé par Joe Biden, de ces 2000 milliards de dollars, c'est aussi une hausse de l'impôt sur les sociétés, en particulier celles qui pèsent sur les grands groupes. D'abord, est-ce que pour vous, c'est la recette gagnante? Guillaume Bigot. Il y a quelque chose... Viens dans le micro, mon cher Guillaume. Je me rapproche là. Oui, rapprochez-vous de tous les auditeurs de Sud Radio. J'espère ne pas être très loin. Écoutez, il y a quelque chose qui ressemble à un chemin de l'avenir. Enfin, il y a quelque chose qui est inventé là, c'est-à-dire à la fois taxer les multinationales et simultanément pouvoir créer accélérer la croissance pour tous. C'est-à-dire avoir une croissance qui serait plus équilibrée et pas seulement au profit de 20% de ceux qui en captent. Parce qu'on parle tout le temps des 1%, mais en réalité, c'est plutôt 20% dans l'économie financiarisée et globale. Il y a 20% de la population qui produit et qui consomme et 80% qui tire la langue ou qui ne produit pas et qui est laissé sur le bas-côté. Donc, avec une accélération, bien sûr, de l'enrichissement pour les 1%. Là, on a un nouveau modèle qui se dessine. Sur le plan économique, ça n'a rien d'absurde. La question est de savoir maintenant si ce qui va être fait par les Américains de cet argent, de cette manne qui descend. Et là, on peut quand même se poser quelques questions parce que ce sont des sommes qui sont vertigineuses, c'est XXL, 2000 milliards de dollars, 1900 exactement. Mais enfin, grosso modo, il n'y en a que 36% déjà qui va être dépensé. Donc le but, c'est d'accélérer la croissance économique. Mais il y a un tiers environ qui va servir à rembourser les dettes. Parce que beaucoup de ces ménages, alors tous les ménages américains, peut-être le dire aux auditeurs, ne vont pas profiter de cette manne, seulement ceux qui gagnent moins de 80 000 dollars par an. Donc c'est des gens qui sont très endettés. Et ils vont se désendetter en partie avec 30% de ce montant. Sauf que si vous vous désendettez justement avec tous ces milliards, ça fait que vous n'avez plus des intérêts à payer à la fin du mois et que vous avez plus de pouvoir d'achat. Il y a incontestablement un effet d'enrichissement. Et puis le troisième tiers, ça va servir en fait à épargner ou investir, en tout cas ça va aller dans le système boursier. Là, on peut se poser des questions. C'est est-ce que ça va vraiment accélérer la croissance? Parce que on a eu quand même c'est ça qui est très étonnant aujourd'hui, c'est qu'on a eu une création monétaire absolument incroyable déjà depuis les 10 dernières années, et on a déjà eu une relance finalement. On est en relance permanente en quelque sorte. Seulement cette relance, elle avait une caractéristique, c'est d'alimenter les cours boursiers, d'alimenter la finance, et c'est une relance pour ceux qui n'en avaient pas besoin. Donc quand vous donnez de l'argent à des gens qui sont déjà riches, ils ne vont pas dépenser cet argent. Ils en ont déjà beaucoup, ils vont continuer d'une certaine façon à le placer, ce qui va avoir comme effet de faire monter le prix des actifs, le prix des actions, etc. de manière. Donc c'était une croissance, finalement, une relance un peu cancéreuse. Ou le prix du logement, on l'a vu dans les grandes villes françaises, à Bordeaux, à Montpellier. Voilà, avec des effets spéculatifs qui sont extrêmement dangereux, on l'avait vu en 2008. Donc là, il y a une partie au moins de cet argent qui est injecté, mais je m'arrête là, je vais essayer voir ce que Corato en pense, mais il y a une partie de ces 2000 milliards qui vont servir finalement à dépenser. Ceux qui en ont le plus besoin. Nicolas Corato, vous qui êtes de gauche, c'est un plan de relance de gauche? Oui, c'est un plan de relance de gauche, c'est un plan de relance surprenant pour les États-Unis qui ne nous avaient pas habitués depuis des décennies, plus habitués à ces plans de relance keynésiens. C'est un vrai plan de relance keynésien, c'est un vrai plan de relance fédéraliste. Et c'est intéressant parce que ça résonne chez nous, le fédéralisme. Il faut savoir quand même que avant, une nation fédérale, avant ces 2000 milliards
d'euros ou de dollars que les États-Unis injectent dans leur économie. Il y avait le plan de Trump, qui était déjà de 1200 milliards. C'est-à-dire que ça fait quand même 3200 milliards on arrive à se poser la question que les États-Unis injectent dans leur propre économie, avec certes des objectifs différents. Deuxième chose, comment ils financent ça? Alors en partie par la hausse de l'impôt sur les sociétés, de 21 à 28%. C'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés prend 7 points, ce qui est colossal aux États-Unis, de la part de Joe Biden, qui n'est pas quand même un trotskiste ou c'est pas l'aile gauche du le Parti communiste, ou c'est pas le Mélenchon. D'ailleurs, on se demande ce qu'auraient fait d'autres plus à gauche que lui, qui étaient candidats à l'élection présidentielle. La troisième chose, c'est, moi ce qui me parle, c'est quand même l'effet immédiat. C'est-à-dire que on parle de certains ménages qui vont toucher jusqu'à 1400 $ par an. Plus même. Voire même plus certains. Pour se désendetter ou pour survivre. Donc il y a un vrai sursaut de l'État américain, de l'État fédéral américain, pour venir à la rescousse. Et le nom du plan est formidable, Build Back Better, c'est-à-dire mieux reconstruire. Comment est-ce qu'on reconstruit mieux? Comment est-ce qu'on prépare? En fait, les États-Unis ont leur plan pour le monde d'après. Et ce qui doit nous parler à nous Américains, c'est qu'on a le plan pour le monde de maintenant. Américains, non. À nous Européens. Pardon. Oui, mais c'est la même chose. Il vaut peut-être mieux être américain aujourd'hui qu'européen, non? Peut-être. Il vaut mieux avoir une nation, mais comme les Américains. Voilà. Non, mais c'est pas une question de nation, à mon avis. C'est une question d'organisation politique et de volonté politique. Donc, mais le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, une nation comme les États-Unis, un État fédéral comme les États-Unis, prévoit un plan pour construire demain, alors que nous en sommes encore sur un plan pour faire face à la situation actuelle. On peut parler aussi du plan de relance décidé à l'échelle de l'Union européenne, c'était déjà l'été dernier, ça s'appelle Next Generation EU, donc l'Union européenne de la prochaine génération. En tout, c'était 750 milliards d'euros, c'est-à-dire que ça s'ajoutait en plus à un budget pluriannuel de 1000 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est aux abonnés absents ou pas tant que ça? L'Europe, elle a, à mon avis, pour l'instant, raté son virage keynésien. C'est-à-dire que l'Europe ne comprend pas et n'a toujours pas compris que la donnée économique et sociale avait changé. Et que ce qui est intéressant dans Joe Biden, et quand vous l'écoutez expliquer son plan n'est pas un plan économique, son plan est un plan politique. Son objectif, c'est de sauver la démocratie. Son objectif, c'est d'expliquer qu'il faut que les démocraties soient à la hauteur de l'enjeu mondial qu'a posé la pandémie et que pose aussi le problème de la transition écologique. Qu'il faut sauver des démocraties coûte que coûte, qu'il faut que les démocraties se hissent au niveau de l'histoire. Et effectivement, de considérer que les autocraties, les dictatures, ne sont pas les concurrents qui peuvent remettre en cause ce modèle politique, notamment la Russie, la Chine. Donc ça n'est pas uniquement c'est pas que de l'économie, un arbitrage économique ou budgétaire, c'est un arbitrage budgétique, c'est un arbitrage démocratique. Je vais juste rappeler, sous votre contrôle à tous les deux, mais c'est vrai qu'on est dans les voies de la politique, vous avez parlé de keynésien, politique de relance par l'offre, en gros, j'augmente le travail. Par la demande. Par la demande, pardonnez-moi, j'augmente le travail, je donne du travail pour augmenter le pouvoir d'achat et faire en sorte que ça relance la consommation. Si je résume grossièrement, c'est ça. D'habitude, on baisse les impôts, notamment, et les charges sur les entreprises, et on fait en sorte que les entreprises vendent pour moins cher. C'est le contraire. Si vous produisez et que les gens n'ont pas d'argent dans leur poche pour acheter ce que vous produisez, au bout d'un moment, ça crée une crise économique. Mais là, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Il se passe que il y a des gens qui consomment d'un côté, qui ne produisent plus ou de moins en moins, et des gens qui produisent, qui consomment relativement peu. Grosso modo, vous avez une Chine qui produit à bloc, qui consomme un petit peu, et puis les pays occidentaux qui produisent de moins en moins, qui consomment de plus en plus de manière artificielle ces prix à bas coût. Et donc vous avez des gens qui sont propriétaires des capitaux et des usines de la technologie qui vont produire là-bas et qui donc vont accroître leur richesse de manière démesurée. Donc il est très important de revenir un instant, c'est un peu économique, mais on ne peut pas faire vraiment de politique sinon. Pour se dire vraiment que cet argent qui est créé, il va servir à la fois à boucher les trous du Covid, parce que aux États-Unis comme ici, le Covid a créé encore plus qu'ici, puisqu'il y a moins d'aide. Encore beaucoup plus qu'ici, absolument. Donc on va boucher les trous. Alors, je sais, Keynes disait, il suffirait de donner de l'argent aux chômeurs pour qu'ils creusent des trous puis qu'ils les rebouchent, ça relancerait l'économie. Mais c'est pas tout à fait le cas quand même, sans rentrer dans la technique, parce que si vous voulez, on va pas créer de la croissance supplémentaire, de la richesse supplémentaire, on va éviter qu'il y ait des faillites, si vous voulez. C'est plutôt ça l'histoire. Deuxièmement, on va se désendetter avec cet argent.
Et troisièmement, on va continuer de manière un peu cancérigène à réinjecter de l'argent dans les circuits financiers, dans la bourse. Cet argent va se retrouver tôt ou tard, plus ou moins en Chine en tout cas. Ça pour vous, c'est le tiers des 2000 milliards de trop. C'est le tiers de trop des 2000 milliards. Enfin, il faut voir dans le détail ce qui va créer vraiment de la richesse supplémentaire. Mais quand on parle de relance, c'est ça. Alors maintenant, si on fait la comparaison terme à terme entre les États-Unis, j'aime pas cette comparaison parce que les États-Unis, c'est une nation, un pays, un peuple, un État, alors que l'Union européenne, c'est une organisation internationale un peu obèse qui joue à l'État. Bon, c'est qui joue à la dinette, donc ça n'a rien à voir en réalité. Mais grosso modo, c'est quand même deux zones économiques de taille. Pas tout à fait. D'ailleurs, l'Union européenne a un peu plus d'habitants. Il y a 447 millions d'habitants dans l'Union européenne. 300 millions aux États-Unis. Et voilà, et 320 millions aux États-Unis. Donc les États-Unis auront injecté 1000 milliards, 1200 milliards, puis 2000 milliards, 1900. Et nous, on aura injecté, enfin l'Union européenne plutôt, aura injecté 800 milliards au total. Donc vous voyez, on est dans un rapport de un quart, un tiers. Donc ça joue vraiment tard sur le plan. Alors justement, juste une dernière précision, pardon, je vais pas être. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre en Europe ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en Europe, la moitié de cette relance, ce n'est même pas une relance, c'est même pas de l'argent qui a été dépensé, c'est de l'argent qui est emprunté. Tout à fait. Donc c'est une traite qui est tirée sur le futur. Autrement dit, vraiment, on est minus abins, quoi, complètement. Revenons justement bien au passé finalement. Dans les années 80, les États-Unis de Ronald Reagan, en même temps que la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, inaugurent une nouvelle politique économique qui aura pour but de baisser massivement les impôts, d'ailleurs, en tout cas pour les grandes fortunes, et qui aura un autre, notamment, et un autre dogme qui aura cours notamment en Angleterre, qui sera de limiter la dépense publique. Trop d'État tue l'État. L'ensemble des pays européens, y compris la France, finiront par adhérer à cette vision plus tard. C'est le début des politiques d'austérité que même François Mitterrand a adopté, en tout cas de politique de rigueur, en 1983-84. Est-ce que là, on est aussi à un changement aussi important, Nicolas Corato, c'est-à-dire les Américains qui étaient ultra-libéraux, si je caricature avant, finissent par devenir ultra-dépensiers et par l'assumer, finissent par taxer les grands groupes, au contraire pour aider les très pauvres. Est-ce qu'on va suivre la même évolution? Oui, moi je pense que c'est un arbitrage et un tournant majeur depuis 20-30 ans de la politique économique des États-Unis, qui ont une arme fatale que nous n'avons pas, qui est l'arme monétaire. Les États-Unis ont la capacité de taxer leurs créanciers, qui sont par exemple ceux qui possèdent leurs dettes, notamment les Chinois par exemple, mais pas que. En produisant de l'inflation. C'est-à-dire je fais voler ma monnaie et ma monnaie vaut moins cher et donc ma dette vaut moins cher et ce sont mes créanciers qui en sont les premières victimes. Je crois qu'il y a là géopolitiquement un arbitrage très important. Je crois qu'il y a aussi là un signal très important qui est donné à l'Europe. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'Europe comprenne que son avenir n'est pas dans une croissance comme on l'a connu, c'est pas le plan Marshall, le plan Biden, même si c'est un plan sur les infrastructures, mais ce sont des infrastructures renouvelables, ce sont des infrastructures tournées vers la transition écologique. Biden fixe un cap, c'est-à-dire de dire, ok, l'accord de Paris c'est très bien, je vais mettre des milliards d'euros sur la réduction des émissions de CO2 ou des émissions de gaz à effet de serre, mais je veux le même effort dans les zones économiques comparables, et notamment l'Europe. C'est-à-dire que OK pour l'inflation, OK pour l'investissement public, OK pour le retour de l'État, mais dans un schéma qui est la transition écologique et le mieux-être social. Et je pense qu'il y a là une équation qui va parler longtemps en Europe. Parce que si on ne suit pas cette équation, on va être complètement largué. Vous avez aussi prononcé un mot qui fait frémir, non pas en France, mais en tout cas en Allemagne, c'est le mot inflation, hausse des prix, la monnaie coûte de moins en moins cher. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir ces images qui reviennent de manière sempiternelle et qui vous parlent sûrement, Guillaume Bigot. Regardez combien coûtait la baguette de pain avant 99 et l'euro, regardez combien elle coûte aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup d'inflation depuis 20 ans et malgré cela, elle est mal ressentie, en tout cas dans l'imaginaire populaire. Est-ce que là, il n'y a pas le risque de faire exploser encore plus les prix en voyant des États qui commencent à dépenser à coups de milliers de milliards d'euros? Si, bien sûr, mais le danger, c'est pas l'inflation en tant que telle. Le danger, c'est que l'inflation ne déclenche pas une croissance supplémentaire parce que ce ne serait pas une inflation par les salaires ou par le pouvoir d'achat. Et aussi que l'inflation n'aboutisse pas à éroder le montant des dettes. C'est le problème. Alors, le privilège du dollar, parce que Corato y a fait allusion, c'est pas tellement que les États-Unis
disons, peuvent infliger des pertes aux détenteurs de dollars quand ils créent de la monnaie. Non, pas du tout. Ça, tous les pays du monde font ça. Puis il y a d'ailleurs une vieille loi internationale qui s'appelle la Lex Monetae qui fait que quand vous changez de monnaie, si on revient un jour au franc, de toute façon, toutes nos dettes seront libellées en francs. Donc ça veut dire que les gens qui détiendront des dettes françaises, évidemment, sans doute ce nouveau franc, il vaudra moins que l'euro. Donc là, vous rêvez encore au retour du franc. C'est pas d'actualité. Oh non, ça risque d'être un cauchemar et c'est pas un rêve du tout. C'est juste que mécaniquement et mathématiquement, on pourra pas vraiment faire autrement. Mais on y reviendra sans doute. Là, je veux simplement vous dire un truc, c'est que en fait, les États-Unis, le privilège du dollar, c'est que les autres pays, en fait, les détenteurs de dollars défendent la valeur du dollar à la place des Américains. Donc évite qu'il y ait une perte de pouvoir d'achat des Américains vis-à-vis du reste du monde. C'est tout, c'est la seule différence. Alors maintenant, on peut en revenir à nous. Est-ce que il y a un risque d'inflation? Mais c'est pas un risque, c'est qu'il faudrait qu'il y ait de l'inflation pour une raison simple, c'est qu'il y a un tel montant de dettes accumulées, ces dettes ne sont pas remboursables. Donc à un moment, et c'est ça le sujet en Europe versus les États-Unis, c'est que vous avez toujours la richesse du passé qui est créée. Cette richesse du passé, il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont mis de l'argent à la banque, des épargnants, ils ont des maisons, ils ont prêté de l'argent à l'État, etc. Et ils veulent que cet argent, on maintienne sa valeur, c'est-à-dire son pouvoir d'achat. Et puis il y a des gens, des jeunes notamment, ou des entreprises qui veulent créer de la richesse du futur. Et eux, ils ont besoin que l'argent soit pas cher, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'argent. De pouvoir s'endetter pour acheter un logement qui coûte cher. Et en fait, les gens les plus âgés qui ont cet argent leur disent, mais attendez, nous, on ne veut pas que vous dévalorisiez la valeur de l'argent en créant de l'argent, donc en faisant de l'inflation, en augmentant le pouvoir d'achat. Au contraire, maintenez à tout prix la valeur. Et donc, on voit bien ce débat à l'intérieur de l'Europe, entre l'Allemagne qui a beaucoup d'épargne, des gens âgés, très riches, et donc ils ne veulent pas qu'il y ait cette inflation. C'est pour ça qu'on n'a pas cette création de richesse, enfin cette création monétaire d'abord décidée à l'échelle européenne. Évidemment, parce que les Allemands, ils sont totalement et farouchement opposés. Et là, on revient à la notion de nation. Il n'y a pas de solidarité, évidemment. Chacun est très égoïste en Europe, c'est normal. Dernière question, on va quand même parler, nous sommes les voix de la politique, de la présidentielle. Un candidat qui décide de dépenser des milliers de milliards d'euros, même à l'échelle française, disons-le, tout en aidant les centaines plus de pauvres, milliards, là, oui. Centaines de milliards, tout en aidant les plus pauvres et en surtaxant les grands groupes. Ça ressemble à quel candidat aujourd'hui déclaré ou supposé aux présidentielles françaises, Joe Biden? S'il était français, il s'appellerait comment? Mélenchon, Hamon? Mélenchon, Hamon, Arnaud Montebourg, Xavier Bertrand. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Tous ceux qui étaient réunis ou qui auraient dû l'être samedi dernier. Non, parce que Xavier Bertrand n'était pas invité samedi dernier, si j'ai bien compris. Non, mais le sujet, c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire... Une gauche flexible. Est-ce qu'on a aujourd'hui des hommes politiques qui sont prêts à aller contre les politiques d'austérité? C'est le vrai sujet. Deuxièmement, le vrai sujet, je rejoins Guillaume Bigot, et c'est là où on ne va pas être d'accord nécessairement, mais c'est le projet pour l'Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un continent de vieux qui protège les vieux, pour dire les choses telles qu'elles sont, avec l'argent des jeunes, ou est-ce qu'on veut un continent qui se protège dans l'avenir? C'est un continent qui ne va pas se renouveler tout seul. C'est un continent qui va devoir parier sur un apport étranger. C'est un continent vous parlez de la démographie, effectivement. Mais bien sûr, sur la démographie, je parle de démographie, je parle de la donne sociale, je parle de la donne économique. Ouais. Et à un moment, c'est pas le Japon. Enfin, est-ce qu'on veut le Japon, c'est-à-dire un continent qui se referme sur lui-même, qui ferme ses frontières, qui refuse l'immigration, ou est-ce qu'on veut un continent qui continue à être ouvert et qui génère un avenir pour les gens qui aujourd'hui ont fini leur vie active et qui sont les retraités de demain. Ce sera votre mot de la fin. Et qui va payer nos retraites demain? En un mot, ce sera votre mot de la fin et Guillaume Bigot y répondra, vous me direz si je le traduis bien. La France et les autres pays européens auront besoin de davantage d'immigration demain pour faire en sorte que ces pays continuent à avoir un minimum de croissance. La France et l'Europe ont besoin d'inventer leur avenir et ça passe par la jeunesse. Et la jeunesse? Et la jeunesse, ça ne se décrète pas. Guillaume Bigot. Bon, pas m'entraîner sur la question de l'immigration, parce que c'est pas tout à fait le sujet de la relance, économique et budgétaire. C'est le sujet, Guillaume, parce que Biden met de côté le sujet de l'immigration. C'est intéressant en termes d'arbitrage. Alors, je vais répondre à ça. Je pense que l'immigration, si on fait le lien avec la question économique, l'immigration ne devient intéressante, parce que je ne suis pas du tout hostile par principe à l'immigration, l'immigration ne devient intéressante dans un pays pour accroître sa puissance,
tant pour le pays qui accueille que pour les immigrés, d'ailleurs, qu'à partir du moment où vous avez résorbé le chômage. Donc si vous avez plus de chômage, ou si vous avez un chômage à 3-4%, etc., alors oui, vous pouvez faire venir des gens de l'extérieur, ils vont trouver à s'employer et ils vont créer de la richesse. Sinon, qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous vous appauvrissez. C'est très simple, vous les appauvrissez, vous les accueillez mal et vous créez des tensions, etc. Dernier point, Guillaume, pour revenir, quel candidat existant ou supposé en France ressemblerait au Joe Biden du plan de relance à 2000 milliards ? Ma réponse est très claire, aucun. Peut-être, ni à droite, ni à l'extrême droite, ni à gauche, ni à l'extrême gauche. Peut-être Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il dit sur le sujet, mais peut-être un Mélenchon éventuellement là-dessus, mais sinon je ne vois même les candidats, peut-être Montebourg, et peut-être, effectivement, c'est pas impossible, mais sinon les autres, non. Ils ont tous cette idée en tête de devoir rembourser la dette. Ils ont tous cette idée en tête de devoir rembourser la dette. Ce sera votre mot de la fin. Un brin pessimiste en tout cas. Merci à vous Guillaume Bigot d'être intervenu ce soir dans Les Voix de la Politique. Politologue, auteur du livre Populophobie. Pourquoi faut-il remplacer la classe dirigeante française chez Plon ? Merci Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès. C'est publié chez Heredium. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai, toujours, parce qu'on est sur Sud Radio, mais avec les entrepreneurs. C'est dans un instant, c'est même tout de suite. C'est sur Sud Radio et sur Bismarck avec Stéphane Soumier.